je vous présente mes deux interlocutrices, Magali Sulpice, ici. Je vous la présenterai, ainsi que sa collègue un peu plus longtemps, dans un instant, Delphine Ponté ici. Et on attend un troisième larron, Michel Irizard, vigneron, qui doit être toujours dans ses vignes, mais qui va nous rejoindre sans aucun doute. Pour ma part, je m'appelle Jean Serrois, et j'ai écrit un petit peu sur le vin et la gastronomie. Alors, je vais faire une petite présentation un peu historique des choses, et puis aborder donc cette discussion à laquelle vous êtes naturellement conviés. Toutes les questions seront les bienvenues pour débattre de ce sujet, qui est un sujet naturellement à la fois appétissant mais extrêmement vaste. Alors, historiquement, naturellement, le vin et la table en partie liés, qui se ressemblent, s'assemblent, qui mange bien, boit bien, et on pourrait même dire réciproquement, qui boit bien, mange bien. Ça va d'ailleurs de soi dans une région, les Savoies, qui a donné à la langue française une de ses plus belles expressions, faire ripaille, à partir d'un lieu, le château de Ripaille, résidence des ducs de Savoie, qui a été connu dès le Moyen-Âge pour la qualité de sa table et la qualité de ses vins, et notamment avec ce maître cuisinier qui était maître Chicard, cuisinier d'Amédée VIII, le premier des ducs de Savoie, qui accompagnait ses plats de dégustation des vins du domaine. Alors je ne vais pas faire ici un historique des rapports de la table et du vin. Je voudrais prendre un simple exemple fameux dans l'histoire pour illustrer cette partie liée entre le monde de la table et le monde des vins. Et précisément le personnage d'Amédée VIII, premier duc de Savoie en 1434, va m'en donner l'occasion, me le suggère parfaitement, puisque vous savez qu'après avoir été duc de Savoie, il est devenu pape, ou plus exactement antipape, c'est-à-dire pape de remplacement pour faire pièce au pape officiel qui était Félix, et son nom à lui était Félix V, son nom de pape était Félix V, et le pape officiel était Eugène IV. On est dans cette période, le XVe siècle, où la papauté a un certain nombre de problèmes qui ont été illustrés jusqu'au début du XVe siècle par le fait que les papes avaient quitté Rome pour venir en Avignon. Et justement, l'exemple que je voudrais choisir, c'est la papauté en Avignon, parce que nous sommes dans un environnement viticole, lié à un cru qui depuis est devenu extrêmement célèbre, Châteauneuf-du-Pape, si vous voulez, et on dispose d'un certain nombre de renseignements que nous ont laissés les comtes de la papauté qui nous permettent de voir comment le vin et la table ont partie liée. Alors, je me suis intéressé à la question dans un livre que j'avais fait sur les vins du Rhône, et je vous lis un petit peu l'apport, c'est très rapide, l'apport de chacun des papes d'Avignon à la question du vin. Le premier pontife à s'établir en Avignon a été Clément V, qui a été couronné en 1305 à Lyon, et qui a choisi de se fixer en 1309, donc c'est le début de la papauté en Avignon, dans le comtat venessin, tout simplement parce que c'était une terre pontificale, ça appartenait au pontificat, et cette installation lui permettait de rester en relation avec l'Europe du Nord via le Rhône, qui était un moyen de communication naturellement essentiel pour pénétrer dans ces territoires. Alors lui, ce pape, Clément V, était originaire du Bordelais, et du même coup, très attaché au vin de Bordeaux. Il avait d'ailleurs une vigne à Pessac, et dès qu'il est arrivé en Avignon, il a été séduit par la région et par les vins qui déjà s'y préparaient, et il fait planter une vigne, la première vigne papale, on peut dire, au pied du Mont Ventoux, à Malaucène. Le successeur, Jean XXII, qui est pape en 1316, choisit les vins de la vallée du Rhône pour la cour pontificale. Donc officiellement, les vins qui sont produits tout au long de la vallée deviennent les vins de la cour pontificale. Et c'est lui qui est à l'origine du premier vignoble pontifical planté en 1317 à Châteauneuf-du-Pape, juste à la frontière d'Avignon même, si vous voulez, et qui va devenir donc ce terroir fameux. Lui succède un pape qui s'appelle Benoît XII, qui lui alors
est bien connu dans l'histoire du vin, parce que c'était un fort pratiquant, si vous voulez, et il passait pour un ivrogne invétéré, et Pétrarque, qui nous a raconté un petit peu des histoires sur son compte, nous dit qu'il arrivait très rarement à une messe sans avoir déjà célébré très amplement, si vous voulez, l'avoir célébré très amplement auparavant. Il aimait exclusivement les vins de la rive droite du Rhône. Donc il a développé, on voit les achats qu'il a fait, si vous voulez, il aimait les vins de la rive droite. Après lui, Clément VI était aussi un pape qui aimait particulièrement la bonne chère et le bon vin. Il n'avait pas d'exclusivité du côté du vin. Il buvait absolument tout ce qui se présentait. Et d'ailleurs, il meurt de la gravelle et probablement de maladie de foie, si vous voulez, déclarée assez tôt. À sa suite, Innocent VI élimine les vins qui étaient les vins les plus bu à la cour pontificale, les vins de saint Pourçain, et les remplace par les Châteauneuf du Pape, qui deviennent alors vraiment les vins officiels. Mais il y ajoute d'autres vins, par exemple les vins du Gard. Aujourd'hui, vous savez que les côtières de Nîmes, les côtières du Gard font partie des vins du Rhône, des vins de la vallée du Rhône, et il avait un faible tout particulier pour les vins de Tavel. Après lui, Urbain V, qui aime, lui, les vins de Bourgogne, c'est un spécialiste des vins de Bourgogne, donne une nouvelle impulsion au vignoble de Châteauneuf, en faisant en particulier planter du raisin muscat et en développant donc ces vins doux, sirupeux qui en résultent. Après lui, Grégoire XI, pape en 1370, qui fait un très large usage des vins de Châteauneuf. Et à partir de sa mort, on revient à deux papes. Un pape à Rome, un pape en Avignon. Il y a encore donc quelques papes en Avignon qui restent extrêmement fidèles au vignoble avignonnais. Clément VII, qui est un des amateurs les plus éclairés de Châteauneuf-du-Pape, dont il se fait livrer aussi bien en vin clairé qu'en vin muscat énormément de quantité. On a les comptes de la cour, donc on sait exactement ce qui s'y consommait. Je vais vous donner quelques exemples, c'est assez impressionnant. Benoît XIII lui succède en 1394 et c'est le dernier pape à être en Avignon. Et lorsqu'il doit partir, il part en Aragon, il lui faut de l'argent, les caisses sont à peu près vides, et naturellement, il négocie ce qui fait la richesse des papes, et il vend en particulier des muscadières, en particulier celle de Baume de Venise, qui appartenait à la papauté, et qui va financer finalement son départ. On s'aperçoit donc, si vous voulez, que tous les papes qui ont régné en Avignon, qui ont exercé leur pontificat en Avignon, ont été à la fois des utilisateurs, des défenseurs, des défricheurs, des créateurs de ce vignoble. Parce que la papauté, c'est pas simplement un pape, naturellement, c'est une cour pontificale qui l'accompagne, c'est-à-dire des princes de l'Église, qui sont eux-mêmes entourés de gentilshommes, qui sont entourés de soldats, d'administration, de toute une piétaille de trains de maison, de valets domestiques. C'est énormément de monde. Cela favorise la vie économique d'une ville. Et lorsque les papes s'établissent à Avignon, la cour italienne qui les accompagne, qui vient avec eux de Rome, s'installe alentour. Les grands personnages de la cour achètent des domaines, des châteaux. Eux-mêmes font planter des vignes. Qui sont là depuis plusieurs siècles, mais dont ils accroissent très largement la superficie. Et lorsque les papes vont quitter donc Avignon au début du XVe siècle, l'importance du commerce du vin par le Rhône est tout à fait essentielle. Par exemple, au cours du XVe siècle, on s'aperçoit que les vins du Rhône vont continuer à alimenter la cour pontificale à Rome. On a les comptes d'un marchand de Martigues qui achemine tout au long du XVe siècle les vins de Châteauneuf à la cour pontificale réinstallée à Rome. Par exemple, en 1480, il expédie 32 pièces de Châteauneuf du Pape pour l'usage exclusif de la cour. Les chiffres qui nous sont conservés attestent de la consommation du vin sur place.
et nous font voir que ça profite à tout le monde. On a en particulier les comptes de la Chambre apostolique. Il y avait une administration extrêmement précise, donc le ministère des Finances, si vous voulez, de la Cour pontificale, fait apparaître combien on consomme de vin par jour et par habitant en Avignon. Eh bien, il en ressort qu'on consomme par jour et par personne durant le pontificat 2,5 litres de vin. Ce qui, naturellement, donne la mesure, si vous voulez, du commerce du vin pendant cette période. C'est énorme, hein ? Et ça nous montre bien que le vin est un élément essentiel de cette économie papale, si vous voulez, telle qu'elle se développe. Alors, cette consommation du vin met en lumière deux choses par rapport au sujet qui nous intéresse. D'abord, comme il y a une vitalité économique du pays, ça profite à tout le monde, et en particulier aux gens du commun, qui peuvent manger et boire à leur faim et à leur soif, ce qui n'est pas toujours le cas au Moyen-Âge. Et la papauté a laissé trace d'une période très heureuse pour le menu peuple, si vous voulez, en Avignon, qui pendant un siècle a bien vécu, bien mangé et bien bu. Et on en a un témoignage lointain, si vous voulez, avec Alphonse Daudet, la mule du pape, où il raconte comment, pendant la papauté, on n'arrêtait pas de danser sur le pont d'Avignon, si vous voulez. Hein. On faisait rafraîchir le vin, dit Daudet, même dans les prisons. Hein, donc, le vin s'insinuait partout, si vous voulez. Il y en avait pour tout le monde, même pour les prisonniers. Hein. À l'heure temps, dit Alphonse Daudet, que le temps des papes, hein, dans cette période. Donc, il y en a pour tout le monde. Mais naturellement, c'est le côté, cela est resté dans la mémoire populaire que Daudet rappelle de façon un peu légendaire. Mais cela renvoie aussi à la vie de cour. Ça renvoie aux très nombreux repas qui s'y donnent. La papauté, il faut voir cela comme un pouvoir politique, c'est-à-dire avec des dîners de réception, avec des ambassadeurs, avec des chefs d'État qui viennent, surtout que l'Église du Moyen-Âge est la première puissance, on pourrait dire, de l'Europe médiévale, hein, et les empereurs se courbent devant les papes. Donc il y a une activité telle que les grands cuisiniers sont à la cour même du pape, et la table des grands est grande consommatrice de vin, d'autant plus que de nombreux seigneurs qui se sont installés peuvent, dans les territoires qu'ils ont investis, se livrer à ce qui est la grande pratique aristocratique de l'époque, la chasse. Et on s'aperçoit que, vous savez que les bouteilles ne sont arrivées qu'au XVIIIe siècle. Hein. Et donc, chaque grand vignoble s'est spécialisé, hein, dans un type de bouteille pour se différencier des autres. La bouteille bourguignonne étant utilisée aussi dans la vallée du Rhône, comme elle l'est en Savoie, et se distinguant de la bordelaise, de la champenoise, qui ont chacune leur forme. Mais un moyen de distinguer les crus entre eux, c'est les marques que l'on grave à l'épaule de la bouteille. Et quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les marques sur les bouteilles des vins du Rhône, on s'aperçoit que la papauté garde de l'importance. Par exemple, dans le comtat venessin, à Vaqueras, le petit village de Vaqueras, vous avez les armes des seigneurs du bourg, c'est un tout petit village, hein, qui s'appelait les Vassardelles, qui ont régné sur le bourg jusqu'à la Révolution, et on a les armes du village, mais en même temps, on a les deux clés qui marquent l'appartenance au Saint-Siège, hein, les clés de Saint-Pierre. Donc, on a cette prolongation aujourd'hui, si vous voulez. On le voit encore, par exemple, à Gigondas. Quand vous regardez une bouteille de Gigondas, vous y voyez un corps. Ça appartenait à la maison d'Orange, grande maison princière. Hein, et vous voyez un corps de chasse qui renvoie à cette activité de la chasse, au gibier et au grand repas de gibier qui s'y tenait dans les châteaux, si vous voulez, et qui était accompagné des vins de Gigondas, naturellement. Le rapport était naturellement établi. Tout cela pour dire que les rapports entre le manger, la table, et surtout le bien manger, et le vin sont séculaires. Le fameux festin de Trimalchion que rapporte Pétrone dans son roman latin Le Satyricon en fait foi. Je vous lis une petite phrase amusante du Satyricon. Trimalchion, c'est le convive qui reçoit l'hôte, qui reçoit à table et au lit, puisqu'on mangeait couché, ses amis.
Et c'est un énorme festin qui nous donne beaucoup de renseignements sur la manière dont on mangeait et dont on buvait à la table des grands à l'époque latine, même si le vin n'avait pas grand-chose à voir avec celui que nous buvons aujourd'hui. Trimalchion interrompit cet agréable entretien. On avait déjà enlevé le second service, et le vin excitant la gaieté des convives, la conversation était devenue générale. Alors notre hôte, Trimalchion, les coudes appuyés sur la table, prit la parole. « Égayons notre vin, mes amis, buvons assez pour mettre à la nage les poissons que nous venons de manger. » Donc, buvons beaucoup pour que les poissons que nous avons mangés puissent trouver un élément liquide suffisant, si vous voulez, pour pouvoir s'y ébattre tranquillement. Donc, on voit que la consommation des poissons et du vin vont de pair, si vous voulez, dès l'Antiquité. Alors, si on rapporte ces quelques petites considérations d'ouverture au sujet qui nous réunit aujourd'hui, pour considérer donc le rapport entre les vins et la gastronomie, il me semble qu'on pourrait peut-être discuter à partir de 3 lignes directrices. D'abord, naturellement, la question de l'accord entre les mets et les vins, qui est devenu une sorte de, j'allais presque dire, de tarte à la crème, si vous voulez, de l'engouement actuel, à la fois pour la cuisine et pour les vins. Et je vous en donne quelques illustrations. Ayez la curiosité de taper sur Google simplement « accord mets vins ». Accord mets vins, vous obtenez 276 000 résultats. Donc, c'est vraiment un sujet développé aujourd'hui sur la toile. Il y a même un site qui s'appelle Plat, au pluriel, Net, Internet 20, Planète 20, qui propose à lui seul 129 119 accords entre 4 528 plats et 1566 vins. Donc là, il y a de quoi faire, si vous voulez. Et si vous prenez le guide Hachette des vins, il y a plus de 3000 accords qui sont proposés entre des vins et des plats les accompagnant. Il existe d'ailleurs un site intitulé Accords mes vins qui propose une grille, et cette grille me semble assez bien faite. Je vais y revenir, je vous la lirai, et on pourrait peut-être partir de cette grille pour la réflexion sur ces accords entre mets et vins. Il y a un second aspect, me semble-t-il, que nous pourrions envisager, qui serait l'influence de l'évolution des goûts et de la sociabilité du vin. On ne boit plus aujourd'hui en 2016 comme on buvait il y a seulement peut-être 40 ans, si vous voulez. Et on ne cultive plus naturellement les mêmes vins, pas de la même manière, et on ne cherche pas à obtenir les mêmes résultats non plus. J'en prends un simple exemple, le développement des bars à vin ou de la bistronomie, ce rapport entre le bistrot, des petits vins si vous voulez, et la gastronomie, qui a créé ce mot nouveau, ce vocable nouveau, la bistronomie, qui représente à la fois un nouveau type de consommation, un nouveau type de cuisine, lié à une nouvelle forme d'endroit où on les consomme, et qui est certainement lié à une forme particulière de gastronomie, elle-même liée à un certain type de vin. Donc c'est un deuxième aspect qui pourrait peut-être nous retenir. Enfin, il y a un troisième aspect qui n'est pas bien sûr négligeable et on pourrait traiter en regard au précédent, c'est l'intervention du vin lui-même dans la préparation des plats, le vin comme ingrédient de la gastronomie, si vous voulez, dans les sauces en particulier. Et là aussi, on note une évolution des goûts, des pratiques. La grande tradition saucière de la cuisine bourgeoise n'est-elle pas en recul? Et est-ce qu'aujourd'hui, si vous voulez, quel avenir peut-on lui voir? Toujours intéressant de parler avec des sauciers de formation, si vous voulez. C'est probablement un des métiers de la gastronomie qui a le plus évolué dans les décennies précédentes. Alors, autant de questions que nos deux invités, en attendant le troisième, vont pouvoir débattre. Et je vous présente donc les deux sommelières, mais liées l'une et l'autre à deux prestigieuses maisons de gastronomie, de haute gastronomie, qui sont là. D'abord Magali Sulpice, tout à fait au bout, épouse de Jean Sulpice, un restaurateur doublement étoilé de Val Thorens, qui est elle-même sommelière dans l'établissement. Alors, j'ai regardé un petit peu aussi sur Internet tout ce qui vous concerne. Vous avez plusieurs pages. Vous êtes originaire de Bretagne. Vous me dites si Internet est juste ou faux. C'est juste. Vous avez toujours été attiré par le monde du vin, c'est vrai. À 12 ans déjà, vous vouliez être sommelière. Ça, c'est extraordinaire. Il y a un côté religieux dans le vin. D'ailleurs, il y a une phrase de Michel Grisard qui...
On entre dans le vin comme on entre en religion, en quelque sorte. Vous avez fait vos armes chez Marc Vera, qui est quand même une bonne référence, et qui plus est régionale. Et parmi la sélection de plus de 500 références que vous présentez, la Savoie est naturellement bien mise à l'honneur, sans oublier les autres terroirs de France. Bon. Donc on reviendra un petit peu là-dessus, parce que c'est aussi une des questions qu'on a envie de poser aux sommelières. Je lis une phrase qui m'a intéressé dans un des portraits qui vous est consacré: finesse, profondeur, minéralité, subtilité, féminité des vins choisis, parce qu'ils racontent avant tout des histoires, un terroir, etc. Bon. La question de la féminité est intéressante. Comme on s'aperçoit d'ailleurs, moi je m'en suis rendu compte en faisant ce livre sur les vins, qu'il y a de plus en plus de femmes dans le monde du vin. Et par exemple, dans la vallée du Rhône, c'est absolument impressionnant, si vous voulez, de voir qu'il y a une génération de filles qui ont entre 25 et 40 ans, si vous voulez, qui sont en train vraiment je dirais pas de prendre le pas, mais qui ont fait faire un bond considérable. En particulier, quand j'avais fait ce livre, mais finalement je ne l'ai pas mis, j'avais fait une comparaison entre les étiquettes choisies par les vigneronnes, si vous voulez, et les étiquettes choisies par les vignerons. Ben, sans aucun doute, les étiquettes choisies par les vigneronnes étaient beaucoup plus appétissantes et donnaient envie d'ouvrir la bouteille, si vous voulez, beaucoup plus que par leurs confrères mâles. Mais les vignerons des Côtes-du-Rhône m'ont dit que ça serait mieux de ne pas le dire. Donc je ne l'ai pas dit, mais enfin, je vous le dis à vous, et je trouve que c'est un apport important. Deuxième interlocutrice, Delphine Pontet, également sommelière, également dans un autre grand établissement, Atmosphère. C'est au Bourget du Lac, c'est au-dessus. Et là aussi, il est beaucoup question de tas de choses sur vous, sur votre restaurant. Je note que la région recèle des saveurs qui voyagent aussi en bouteille. Et là, vous n'êtes pas au bout, dit Internet, des surprises que les viticulteurs des pays de Savoie savent créer. Delphine Pontet se fait un plaisir de vous les faire découvrir. Bon, donc je pense que vous aussi, vous êtes une ambassadrice forte des vins de Savoie, mais je ne pense pas uniquement des vins de Savoie. On peut trop... Principalement. Voilà. Et puis alors on avait Michel Grisard, qui nous rejoindra peut-être, si vous voulez, vigneron à Frétrive. Alors avec lui, Internet déborde. Quand vous prenez Michel Grisard, vous en avez des pages, si vous voulez. Donc, il faut retenir quelque chose. J'avais retenu un bel article, interview, qui lui a été consacré par Emmanuel Delmas dans ses portraits de vignerons. Il y a d'autres portraits de vignerons savoyards, Dominique Belluard, Jean-Claude Masson. Mais Michel Grisard fait l'objet d'un beau portrait où il déclare « Je suis entré en biodynamie comme je serais entré dans les ordres ». On retrouve la métaphore religieuse, si vous voulez, cette vocation, si vous voulez, et là une vocation plus tardive dans son cas pour la biodynamie, mais qui naturellement a modifié son approche du vin, et en particulier dans cet art qu'il a de mettre en valeur deux de ses saintes patronnes, qui sont la Roussette et la Mondeuse, dont il est un grand ambassadeur. Voilà. Donc, et je voulais lui poser une question, mais je vous la pose peut-être à vous. Je parle dans les vins du Rhône des vins de Savoie, et quand je préparais ce livre, j'avais rencontré un amateur de vins de Savoie très éclairé, je vous dirai pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui m'avait dit « Attention, là, il y a quelques petits problèmes ». Et j'ai donc mis une phrase dans le livre sur laquelle je voudrais vous interroger. La Savoie n'est française que depuis 1860. Tout le monde le sait ici. Même si le vignoble a un enracinement historique antique, avec la Vitis allobrogica, qui remonte à l'Antiquité, et parfaitement adaptée à son terroir. Le fleuve, le Rhône, a longtemps servi de frontière entre le royaume de France et la maison de Savoie. Alors, la phrase que j'ai écrite est la suivante. Aujourd'hui, de part et d'autre de son cours, le vin qui est produit sur les deux rives n'a plus de nationalité. Il est savoyard avant tout. Encore que, entre un Seyssel rive droite et un Seyssel rive gauche, certains puristes prétendent qu'on sent encore une pointe de différence lourde de l'histoire. Et d'un côté, on aurait un vin un peu plus français, et de l'autre côté, un vin un peu plus savoyard. Vous pensez que ça peut aller jusque-là, dans la distinction ? Si on veut, oui. Celui-là ne marche pas.
Alors, bonjour tout le monde déjà. On peut essayer, je pense, de pousser le vice jusque-là, mais au-delà du terroir, il y a aussi, et c'est ça, je pense, qui est important, la différence du vigneron et de la façon de le travailler aussi, le vin. Alors, la différence rive droite, rive gauche, oui, peut-être. J'ai jamais fait la comparaison, honnêtement. Il n'y a pas des vins savoisiens et des vins français. Peut-être. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans ce site-là, qui s'appelle Accord Mes Vins, il y a un certain nombre de... Ah, voilà, nous sommes rejoints, c'est formidable, par un vigneron de pente et d'altitude qui a dû avoir du mal à ne pas glisser avec la neige qui tombe et qui nous rejoint. Alors, nous commençons justement la discussion, et je disais que nous allons d'abord parler des vins et gastronomie, des accords entre les mets et les vins. Alors, dans ce site, on dit que un accord réussi doit magnifier le mets et le vin, le premier, le plat, ne devant pas effacer le second, le vin. Vous êtes d'accord, tous les trois, sur cette... Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là, parce que pour moi, l'accord mets et vin, c'est très subtil, comme la cuisine, comme beaucoup de choses. Et ce que moi, je vais aimer, Magali va peut-être pas l'aimer, Michel va peut-être l'aimer, et vous allez peut-être pas l'aimer. Donc, pour moi, c'est vraiment trop subtil pour que, quand vous faisiez tout à l'heure part de tous ces sites où on trouve l'accord mets et vin, oui, on peut dire, voilà, il faut boire du vin blanc avec le poisson, mais il faut. Pourquoi ? Si on a envie de boire du vin rouge, on a le droit aussi, si nous, ça nous plaît. Et ça, quelque part, on a un peu du mal à sortir, je dirais, de ces clivages qu'on a instaurés à un moment donné. Et parfois, ça porte préjudice et à la cuisine et au vin aussi. Donc pour moi, ça doit plutôt être son goût personnel qui donne voilà, la directive, soit le client... en tout cas pour nous, on a affaire à des clients qui sont là à table et forcément on défend la cuisine de nos maris. Donc il faut qu'on entende ce que le client nous dise et parfois il faut essayer de lui faire passer notre message à nous, mais c'est quand même avant tout lui qui va prendre du plaisir chez nous, donc il faut aussi aller dans sa direction. Et pour moi, l'accord mets et vin, parfois c'est tellement... difficile de se comprendre avec le client donc il faut pas faire abstraction de ça parce que oui, il y a des choses qui sont fabuleuses, mais peut-être qu'à un moment donné on n'est pas capable de le comprendre ou on est passé au-delà de ça parce que nos goûts à nous aussi changent, la cuisine change, les vignerons changent leur façon de travailler et tout ça donne de nouvelles directives qui sont pas toujours répertoriées dans les sites ou même voilà, dans des cours qu'on veut donner à des gens. Après, ça reste généraliste, mais nous, nos restaurants ont quand même des cuisines très particulières, avec des produits très ciblés, et c'est vrai qu'on peut pas être classique, quoi. Ce que je dis souvent aussi, c'est que les gens qui viennent chez nous, à nos niveaux de restaurant, le vin est là pour accompagner la cuisine. Pas là pour la sublimer ou prendre le dessus. On est vraiment là pour accompagner le repas tout au long du repas et donc la cuisine. En aucun cas prendre le dessus. C'est toute la difficulté de l'accord. Oui, bonjour à tous, je m'excuse pour ce retard. Pour moi, le vin, c'est nos racines un petit peu, et la cuisine, c'est nos racines un petit peu. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire, et de cette histoire, on a nos goûts qui sont précalqués, préétablis, et à partir de là, on peut pas, comme disait Delphine, on ne peut pas être sectaire, on ne peut pas être dirigiste, trop rigide. Parce qu'en fait, l'accord mets et vin, c'est quand le vin magnifie le plat et quand le plat accompagne, bonifie le vin. Moi, j'ai une expérience d'un restaurant, parce qu'un vin dans une cave ou un vin tout seul et un vin avec un plat, c'est complètement différent.
Et j'ai souvenir d'une de mes mondeuses sur un très beau plat. C'était pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Et c'était un plat de viande que Michel Rochdy avait fait. Et j'avais redécouvert ma mondeuse, tout simplement, parce qu'en fait, la mondeuse était très différente, accompagnée d'un plat, de ce plat, parce que je l'ai trouvé meilleur. Voilà, je pense que c'est une expérience que tout le monde peut faire. Le même vin n'est pas apprécié tout seul ou accompagné d'un plat. Ce qui est aussi important de remarquer, je trouve, c'est que du côté des vignerons, il y a aussi un effort, enfin pas un effort, mais un travail qui est fait dans cette volonté de boire en mangeant. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 40 ans. On faisait du vin, pas pour faire du vin, mais on le faisait bien, mais pour boire. Aujourd'hui, on fait du vin dans l'idée de le boire à table. Et l'approche, à mon avis, et le travail, tout ça, c'est fait différemment. Je sais pas, non, Michel ? Oui, enfin, de toute façon, des vins, le vin, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous les palais. On a la chance à Savoie d'avoir une vraie palette de vins différents, avec des terroirs différents. Et ça, c'est une vraie chance. Mais, comment dire, le vin, on le boit moins tout seul, mais c'est aussi le vin de copain. C'est-à-dire que, comment dire, c'est pas le même vin qu'on va mettre dans le sac à dos pour aller en montagne, pour manger avec le saucisson et le fromage au sommet d'une course, que le vin qu'on va prendre dans un de vos restaurants. Donc, c'est pas tout à fait le même vin. Et puis surtout, le vin, il y a ces vins faciles qu'on prend, les vins de copains, les vins faciles, il en faut. Et je pense que c'est que comme ça que les jeunes vont réapprendre le goût du vin, plutôt que de boire de la bière ou autre chose. Enfin, j'adore la bière, hein, je ne critique pas, mais il faut ces vins faciles, mais après, il faut des vins de gastronomie. Je pense que pour accéder à des grands vins, il y a un minimum d'initiation. Et c'est un peu comme la musique. Quand on est jeune, on a des musiques binaires, et puis on vient à l'opéra quand on a été un petit peu initié. Je pense que pour le vin, c'est pareil. Je pense que pour approcher des grands vins, c'est un tout petit peu difficile, et il faut un minimum d'initiation. Est-ce que précisément dans vos tables, qui sont des grandes tables, vous avez une clientèle jeune ? Jeune qui boit du vin ? Et qui mange et qui vient dans une table gastronomique. Est-ce que c'est une clientèle que vous avez le sentiment qui se développe aujourd'hui ? Alors, je dirais que ce qui fait aussi que les gens se mettent au vin, c'est parce qu'on propose aussi du vin au verre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Oui, je veux dire, ça fait une quinzaine d'années que c'est en vogue, mais ça fait seulement, on va dire, 5-6 ans où vraiment... nous, on propose 8 blancs et 8 rouges au verre. Des choses très différentes, beaucoup axées sur la Savoie, pour ce qui nous concerne. Donnez des exemples, alors. Par exemple, qu'est-ce que vous proposez au verre ? Aujourd'hui, là ? Oui, aujourd'hui. Alors, on propose les Berlioz, qui sont par là. Donc, Gilles et puis Adrien. On propose aussi les Saint-Germain. On propose les Barlets. Donc Saint-Germain et Barlet, on est sur rouge. Les Berlioz, on est sur les blancs. Après, on a aussi Jean-Claude Masson avec la Promont. Et puis Dominique Belluard avec le Feu. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce panel de vin au verre fait que les gens, même s'ils nous disent oui, on n'est que 2, on ne va pas prendre une bouteille... comment on va faire, après il faut qu'on retourne au travail. Donc tout ça, c'est aussi, c'est fait pour amener les gens, je dirais, à consommer, entre guillemets, et aussi à découvrir, leur permettre de créer un lien entre un terroir, oui, tiens, quand je vais à Bonneville, oui, j'ai vu qu'il y avait des vignes. Oui, il y a des vignes, donc il y a du vin, et c'est ce vin-là. Oui, quand je vais à Albertville, oui, tout le coteau, là... Ça permet de créer du lien et aussi de les intéresser à ce qui se passe autour de chez eux. Parce que c'est vrai que cette manifestation, elle est super parce qu'on découvre qu'en Savoie, c'est la montagne, mais il y a du vin. Même si les gens ils voient le vignoble, je dirais que, en tout cas, nous, le ressenti qu'on a, c'est que très peu s'approprient de ce vin. Hein. On est un peu pollué par des grands vignobles où on se dit, oui...
Bourgogne, Bordeaux. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, on peut attirer une clientèle jeune par ce fait du vin au verre. Ça me suggère une question. Le vin au verre, certains vignerons, aujourd'hui, font des bouteilles de 50 centilitres, qui sont un bon intermédiaire, je dirais, entre la bouteille de 37 et celle de 75. Pourquoi est-ce que les vignerons ne développent pas davantage ça? 50 centilitres, c'est, je dirais, parfait pour un repas, disons, qu'on ne veut pas trop arroser, disons. Alors après, il y a des vignerons qui vendent du 50 centilitres, mais moi je prends l'exemple, par exemple, j'ai beaucoup servi la restauration Savoie et ailleurs, je faisais énormément de 37,5, j'en fais plus, j'en fais quasiment plus. Depuis le vin au verre, non? Depuis le vin au verre, oui, c'est clair. Mais moi, quand je vais au restaurant, là, j'arrive de Dijon avant-hier, je me suis arrêté sur un petit restaurant, j'ai pris un verre de vin. J'étais sur la route, j'ai pris un verre de vin. Je ne me suis pas pris une 37,5. Bon, j'ai été tout seul. Enfin, après, j'ai des amis on s'est retrouvés dans le même restaurant, mais on a pris chacun un verre de vin. C'est vrai que c'est plus cher, le vin est beaucoup plus cher, mais on s'y retrouve, quoi, parce qu'on met 5, 6, 7 euros, 10 euros sur un verre de vin, mais on n'est pas obligé de finir la bouteille, on n'est pas obligé de la laisser sur table, et c'est tellement plus agréable. Et puis on peut prendre un verre de blanc, un verre de rouge. Si vous prenez une bouteille, même 50 centilitres, à deux, c'est beaucoup. Donc c'est d'accompagner le plat, d'être au plus juste entre la cormée et vin, aussi. Non, c'est très bien. Précisément, vous dites on peut prendre deux verres, un verre de blanc, un verre de rouge. Est-ce que c'est pas un des avantages justement de la dégustation au verre que de pouvoir, lors d'un repas, justement, on voit de plus en plus de développement de repas gastronomiques dans lesquels le verre de vin fait partie en quelque sorte de la proposition. Nous, c'est vrai qu'on nous demande très souvent, sur le menu dégustation qui fait 8 plats, de proposer un verre de vin alors par plat. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que sinon, ça fait 8 verres, ou 8 demi-verres, c'est énorme. Donc, on fait un vin pour 2 plats. Et auquel cas, c'est vrai que quand c'est comme ça, moi, je sais qu'avec Jean, on s'organise, enfin, lui s'organise pour que les plats puissent aussi s'harmoniser sur les vins dans un ordre hiérarchique, on va dire, de dégustation. Mais c'est énorme, c'est de plus en plus. C'est je dirais, plus d'une table sur deux, nous, aujourd'hui, qui nous demandent, avec ce menu-là, un accord de vin au verre. Vous parliez du développement un petit peu de cette manière de boire, en particulier de la jeunesse. Le développement des bistrots, le développement des bars à vin, c'est quelque chose qui doit quand même convenir aux vignerons, parce qu'ils s'en ouvrent énormément de bars à vin. Alors, c'est tout nouveau, hein. C'est vrai que ça fait 5 ans, ça fait moins de 10 ans. C'est devenu les bars de luxe, c'est-à-dire qu'on propose à grignoter, tous ces établissements proposent à grignoter, proposent une carte des vins assez extraordinaire. Souvent, c'est des belles cartes de vin. C'est un choix, c'est des découvertes. Alors moi, ça me réconforte parce que bon, j'ai souvenir, enfin j'ai l'image d'un beau bar à vin sur Grenoble qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps. C'est 2 jeunes qui sont installés. Et en fait, les premières fois que je suis allé, j'étais assez étonné parce que souvent les tables, il y a souvent plus de tables de filles que de garçons parce que actuellement elles se retrouvent entre copines autour d'un verre de vin. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et là, c'est l'occasion de se retrouver. Le vin est devenu un petit peu culturel, mais bon, c'est un petit peu... c'est le côté un petit peu esthète ou un petit peu luxe, disons, de ce mode de consommation. Mais c'est une vraie réalité. Et c'est vrai que les jeunes qui viennent autour d'une bouteille de vin, c'est assez récent. Et des vins rouges, et ils veulent découvrir, quoi. Moi, je posais même la question tout à l'heure de savoir si ça entraîne pas un certain type de restauration. Alors, au départ, c'était la rondelle de saucisson, en quelque sorte, commune, hein. Mais il me semble qu'il y a de plus en plus de bars à vin qui encouragent une restauration rapide, légère,
inventives souvent. Par exemple, j'étais récemment à Saint-Sébastien, au Pays Basque. Il y a énormément de bars à vin accompagnés des tapas locaux, mais qui sont extraordinairement raffinés. Et pratiquement, on a l'impression que c'est un plat de haute gastronomie mis comme ça dans une forme miniature. Mais l'Espagne est précurseur et bien en avance par rapport à la France. L'Espagne a longtemps, ces bars à tapas, ça existe depuis pas mal d'années, alors qu'en France, non, ça commence depuis 10 ans, quoi. Mais c'est vrai que ça laisse aux vignerons beaucoup d'espoir de voir évoluer comment on consomme le vin. On prend la Savoie, c'était quand même l'image de vin fondu raclette, c'est différent. Tous les vignerons ont fait des efforts, c'est une vraie qualité, c'est beaucoup de vin de gastronomie, et puis même sans. Là, je vois, j'ai un petit aparté, mais je suis responsable du centre d'empédographie alpine Pierre Gallet, qui a remis en 2008 au catalogue des cépages français la Douce Noire. Et la Douce Noire, c'était un cépage qui était assemblé. Et la Douce Noire, elle a été supprimée en 1958 pour manque de qualité. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas assez de degrés. Pas d'acidité, donc pas d'acidité, ça veut dire qu'un vigneron qui ne suit pas trop son vin aux premières chaleurs mai-juin de l'année suivante, le vin est fragile et le vin tourne souvent. Donc il a été supprimé en 58, ce vin. Là, on l'a réhabilité en 2008 et actuellement, en 20 pays, il est autorisé. Et cette année, parce que je pousse en disant, mais ce cépage, c'est extra pour faire un vin primeur. Et en Savoie, on peut... En vin primeur, il n'y a pas. Enfin, après, c'est le Gamay, et le Gamay du Beaujolais, c'est particulier, le Beaujolais nouveau. Et donc là, Bernard Bachelier à Éton a fait 350 bouteilles de Gamay primeur, donc 4 jours de macération carbonique, et c'est extra. Et pour l'avenir des vins de Savoie, il y a plein de possibilités qui vont permettre de redécouvrir des vins faciles, plaisir, des vins de copains, disons. Moi, j'appelle ça les vins de copains, mais il en faut. Puisqu'on parle des vins de Savoie, disons, vous disiez que c'était difficile de soutenir les idées reçues par rapport à les grands domaines, les grandes régions viticoles. Le vin de Savoie a quand même toujours eu une place en blanc en particulier. Je crois que vous travaillez beaucoup sur le rouge, précisément, parce que là, c'est moins sûr, disons. Je voulais poser la question, lorsque j'avais préparé ce bouquin sur le fromage avec Bernard Muraveau, il proposait, par exemple, d'accompagner le tamier, le fromage, d'un Montmélian rosé. Qu'est-ce que ça donne, le rosé de Savoie ? Qui veut répondre ? Michel ? Non, mais c'est pareil. Le rosé, c'est un vin qui est devenu à la mode. Il faut savoir que beaucoup de cépages ont disparu, et tous ces cépages gris, quasiment, ont disparu. Pourquoi ? Parce que jusque dans les années 80-90, il fallait du rouge et il fallait du blanc. Et il fallait plutôt des rouges entre les deux guerres et après la Deuxième Guerre mondiale. C'était des rouges qui tachent. On avait plutôt tendance à mettre des teinturiers dans les vignes pour avoir des vrais rouges qui tachent. Et depuis 10 ans aussi, c'est vrai que cette mode de rosé, parce qu'il y a une autre consommation, c'est différent, et il y a une vraie demande de rosé. Donc là, normalement, ça devrait être classé. On a retrouvé de la mondeuse grise, et il y en a 50 pieds de plantés. C'est 2 pieds qu'on a trouvés dans le budget. C'est une mondeuse grise qui était répertoriée déjà dans les années 1800. Et on l'a replanté à 50 pieds pour faire des micro-vinifications. Et c'est parfait. C'est un rosé qui est légèrement saumonné en couleur. C'est une très belle couleur. On peut faire macérer. C'est-à-dire que les cépages gris, on peut les faire macérer et faire des rosés qui sont complètement différents qu'un rosé de presse qui est simplement pressé comme du blanc. On amène un petit peu de tanin, on amène un équilibre au niveau du vin. Et au niveau gastronomie, ça va changer la donne aussi. Dans les tables de haute gastronomie, est-ce qu'on sert beaucoup de rosé ? Non. Enfin, pas nous, là où il fait trop froid pour le rosé. Chez vous non plus ? Non. Non. Parce que j'aime pas. Ah, vous avez pas raison. En tout cas, j'aime pas ceux qu'on me propose. Ouais. Voilà. À voir.
Oui, mais justement, les rosés, c'est une mode qui est récente, mais il y a tout à réécrire cette gamme de rosés. Je vois la mondeuse rosée, elle fait 11 degrés, donc elle fait pas ces rosés du midi qui sont quand même assez capiteux et qui sont difficiles à marier. Je pense qu'il y a à réécrire il y a beaucoup de cépages gris qui ont été oubliés. Et ces cépages reviendront, seront réinscrits. On en réinscrit au catalogue des cépages. Il faut savoir que l'association en Savoie, enfin la région Savoie-Rhône-Alpes, on a réinscrit 11 cépages actuellement. Donc la mondeuse grise, la commission est passée cet été. On n'a encore pas les décrets, mais normalement, c'est bon. Donc on a réinscrit la mondeuse grise, l'onchette et le chouchillon. Pour nous donner une image générale, dans les vins de Savoie, la production de rouge, la production de blanc et la production de rosé, ça représente quoi en pourcentage? Rouge, blanc, rosé, dans l'ensemble de la production des vins de Savoie. Ouais, je crois qu'il faut laisser la parole aux responsables vins de Savoie, Franck ou Michel, je vois. Les vins de Savoie blancs, c'est vrai qu'ils sont majoritaires à 70%. 70%. Oui, les vins de Savoie représentent en vin blanc 70%. Oui, bon, j'ai une voix qui porte, Oui. ça doit suffire. Et les vins rouges, donc environ 30%, à l'intérieur des vins rouges. Donc les rosés représentent 4 à 5%, mais les rosés et les vins de Savoie, c'est quelque chose qui va en se développant, parce que c'est vrai que leur qualité s'est améliorée. Mais moi, je me souviens que notre syndicat a combattu aussi pour que la Commission européenne, au niveau de l'Europe, n'autorise pas des rosés qui soient faits avec un mélange de blanc et de rouge. Et donc aujourd'hui, les vins rosés sont de qualité parce qu'ils sont préparés uniquement donc avec des cépages rouges. Et c'est vrai qu'avec le cépage mondeuse, ça réussit aussi particulièrement bien. Alors, la question des rosés nous fait revenir aux accords mets-vins. Vous dites la cuisine que nous servons s'accorde mal au rosé. Donc c'est vrai, quand on va dans, par exemple, une maison comme chez Alexandre Michel Kayser à Nîmes-Garon, là, qui est un 2 étoiles, il sert des rosés parce que sa cuisine, il prédispose d'une certaine manière. Donc, vous, naturellement, vous êtes lié dans l'accord mets-vins à la qualité même, le statut même des plats que vous servez. C'est le plat qui détermine. C'est le plat qui détermine l'accord du vin. Et c'est vrai que dans nos restaurants, on privilégie quand même pas mal les produits du terroir. Donc naturellement, c'est pas le rosé qui prédomine. Parce que au début de votre intervention, vous disiez que vous faisiez très attention au désir ou même à la volonté du client. Est-ce qu'il vous arrive de dire à un client, non, c'est pas ce vin-là qu'il faut prendre? Non. Non, il a toujours raison. Non, je dis pas qu'il a toujours raison, mais il faut. Le client, nous, on est commerçants. Je veux dire, notre métier, c'est le commerce. Après, effectivement, on fait commerce de nourriture et commerce de boissons. Donc, c'est vrai que le client qui nous dit je veux un rosé de Provence sur un Lavaret, oui, très bien. Moi, j'aurais pas choisi ça. On peut peut-être lui dire si j'avais eu à faire le choix, je n'aurais pas choisi ça. Enfin bon, et peut-être qu'il va dire ah bon, qu'est-ce que vous auriez choisi? Et là, il y a une conversation qui commence à arriver et on peut lui proposer autre chose. Mais s'il nous dit non, moi j'ai envie de boire du rosé, très bien. Moi, ça me pose pas de problème. Vous disiez tout à l'heure, il faut d'une certaine manière éduquer la nouvelle génération à la fois à la table et au vin. D'une certaine manière, ça va ensemble. Le rôle des sommeliers est important sur ce plan-là. Ah, c'est clair que le rôle de sommelier est primordial. Moi, quand j'ai connu le premier sommelier chez Paul Bocuse, Yann Éon, qui est maintenant agent sur Lyon. C'est vrai qu'Yann, quand il est arrivé, il n'était pas très bien accueilli parce que il prenait un petit peu la place du maître d'hôtel. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Mais maintenant, les sommeliers, il y en a partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, Delphine Magali,
et tous les beaux restaurants, c'est quand même les ambassadeurs des vins. Donc quand vous dites, à propos des rosés, je reviendrai sur les sommeliers, mais à propos des rosés, quand Michel nous dit il y a 4% de rosés en Savoie, effectivement, c'est pas eux qui vont proposer beaucoup de rosés sur leur table, puisque d'abord, il n'y en a pas en Savoie, et c'est aussi les ambassadeurs des vins de Savoie dans ces établissements sont nos ambassadeurs, c'est clair. Et eux disons, c'est une synergie entre les vignerons et les restaurateurs où on magnifie les vins de Savoie sur des belles tables. Donc, pour les sommeliers, moi, j'ai appris mon métier avec les sommeliers. En 1984, bon, je me suis passionné pour la Mondeuse, et pour moi, la Mondeuse, c'était un grand vin, et à l'époque, la Mondeuse, c'était, on n'en veut pas. C'était pas à 0, c'était bien en dessous de 0. C'était très négatif, à tel point que j'ai un souvenir, c'était peut-être pas Michel qui était, c'était son papa, en réunion de conseil d'administration des vins de Savoie. Il y a un négociant un jour qui me dit, j'ai mon label 84 qui avait été refusé. Et un négociant qui me dit, mais pourquoi tu te bats pour la Mondeuse? Ce sera toujours un bon vin de musette pour aller piocher la vigne. Bon, je n'ai pas relevé parce que je savais où j'allais, mais c'était l'image qu'on en avait de la Mondeuse. Et actuellement, c'est quand même le vin de gastronomie par excellence, le vin rouge de gastronomie, comment dire, des vins de Savoie. Et la Mondeuse, elle a un potentiel. Elle peut être un vin tout simple, pas primeur, mais si, pourquoi pas. Enfin, c'est un vin qui est très facile à boire parce que c'est pas beaucoup de degrés, d'une part. Mais ça peut être aussi bien jeune que de garde, avec de l'élevage et des grands vins de gastronomie. Et donc les sommeliers, leur rôle, donc moi je suis allé avec mes bouteilles quand mon label avait été refusé, je suis allé à l'association des sommeliers. À l'époque, c'était Michel Jobard qui était au Royal, c'était Claude Marandon qui est parti l'an dernier, qui nous a laissé l'an dernier, c'était Bernard Fromager, ils étaient très peu nombreux, et je suis allé avec mes bouteilles de Mondeuse. Mais bon, c'est bon. Et oui, c'est bon. Et je bois encore des 84 actuellement qui sont encore du vin, malgré un millésime très, très, très difficile. Et je pense que les sommeliers, donc après, je suis allé régulièrement, on a encore fait une dégustation de vin du Sud-Ouest lundi dernier, donc avec les sommeliers, pour moi, c'est important. Et je pense qu'il est important, c'est pour les vignerons, parce que un vigneron, il est dans sa cave et son vin, il est toujours bon. J'ai été très jeune, je suis allé chez un agriculteur pas loin de chez moi avec un agent de l'INAO pour des droits de plantation que mon père m'a envoyé pour le guider, pour savoir où c'était. Et donc l'agriculteur dit, vous buvez bien un verre de blanc? Oui, il part avec son pichet, il revient, il nous sert, il est bon mon vin. C'était moisi, c'était tout ce qu'on voulait, et il est bon mon vin. Ça m'a beaucoup marqué. Et effectivement, et comme je disais tout à l'heure, on a nos racines. Il faut savoir que on boit et on mange particulièrement des escargots et autres, et les Asiatiques, ils ont des poissons fermentés et des sauces plutôt fermentées et plutôt fortes. Les boissons sont complètement différentes. Moi, j'ai découvert il y a un peu plus de 10 ans le saké japonais, qui est du vin de riz. Et c'est extraordinaire, il y a beaucoup de finesse, c'est très très bon, mais bon, personne ne connaît, et c'est une culture qui est tout à fait différente. C'est-à-dire que vous prenez un saké tout seul sur un restaurant, sur un plat, ou comme ça, vous n'allez pas l'apprécier. Il y a vraiment une mise, il y a vraiment un conditionnement ou une mise, une préparation à avoir pour bien apprécier ces sakés. Et donc, les sommeliers, c'est eux qui disent ou qui conseillent. Après, il ne faut pas vouloir dire faut prendre ce vin, parce que c'est vrai que, comme disait le Delphine, on n'a pas le droit, quoi. C'est le client. C'est pas que le client est roi, c'est que ils sont, il faut les surprendre, il faut leur faire plaisir aux clients. Et ça, c'est le rôle du sommelier. Mais le rôle du sommelier, moi, je les admire, parce que je connais les grands sommeliers pour bien les connaître. Quand ils ont fait les concours, Philippe Forbrac, par exemple, il est venu chez moi, il était juste le meilleur sommelier de France, jeune sommelier de France à l'époque, et il disait, oh là là, les concours, je l'ai vu préparer le concours du mondial, et il disait, oh là là là, c'est un boulot monstre, ils ont besoin d'avoir une culture, et surtout une philosophie et une psychologie du client. C'est qu'en discutant avec le client, avec quelques mots, il faut qu'il comprenne comment lui faire plaisir. Et ça, pour moi, c'est du grand art, c'est du talent, c'est du métier, beaucoup de métiers, et moi, je les admire beaucoup.
Je connais bien un sommelier qui vient de prendre sa retraite, que vous connaissez sans doute, Pichu Bertrand, le sommelier de Anne-Sophie Pic, qui était là du temps de son père et qui était l'épine dorsale de la maison. Et Anne-Sophie Pic a fait en sorte qu'il reste le plus longtemps possible. Il vient de partir parce que l'âge est là, mais c'est quelqu'un qui tenait d'une certaine manière à la fois de l'esprit du père et qui fixait un petit peu aussi certaines normes de la cuisine. Il y a une question qui me vient à l'esprit par rapport au saké. Est-ce qu'il y a des plats qui sont, j'allais presque dire, incompatibles avec un mariage avec des vins? Par exemple, les plats à base de vinaigre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça existe. Peut-être le vin blanc. Peut-être le vin blanc que Michel avait bu chez ce paysan-là. Je ne sais pas s'il en reste, peut-être qu'on pourrait voir. Non, je ne sais pas. Après, c'est quoi, vinaigre? Il y a des plats qui sont à base de vinaigre non Oui. déglacé, du même coup. Voilà, Oui. Ouais, je ne sais pas, moi. C'est difficile. Ouais. Bon. Non, parce que l'accord mets-vin peut être aussi, dans certains cas, particulièrement délicat, vu la nature du plat, naturellement. Mais après, on parle toujours d'accord mets vin, mais on peut manger et boire. Ouais. Enfin, Pas faire en même temps, quoi. je sais pas. Non, mais ça revient à ce que disait Delphine, c'est que encore une fois, on essaye de s'accorder à ce moment-là à ce que le client demande et veut. Et un plat à base de vinaigre, s'il vous dit, et c'est vrai que normalement c'est la catastrophe, j'aime les vins rouges, bon, bah, on va faire en sorte que. Chercher un vin rouge un peu vinaigré, quoi. Non, ça, on va éviter quand même. Pour revenir sur la manière de consommer le vin, vous disiez, il y a un côté un peu luxe qui, en ce moment, est en train de se développer, y compris, par exemple, dans ces bars à vin, très souvent, le verre est un élément important. Des verres un petit peu... Moi, j'ai vu ça au départ, peut-être moins en Espagne qu'aux États-Unis, où on boit dans des grands verres, avec un côté un petit peu raffiné, d'une certaine manière, même si les vins ne le sont pas toujours, encore qu'ils ont fait des progrès aussi, hein. Et est-ce que dans le sommelier vous intervenez dans le choix de la vaisselle? Est-ce que vous-même, vous choisissez les verres? Par exemple, il y a des sommeliers qui présentent, moi je regarde ça, mais vous me dites ce que vous en pensez, des vins dans des verres colorés. Ça m'est arrivé dans des grandes tables d'avoir des verres bleus. Et alors on ne sait pas à quel vin on a affaire d'une certaine manière. Ça arrive. Ça, ça m'est arrivé. C'est moderne, ça. C'est devenu à la mode aussi. Le choix de la verrerie, il est juste indispensable. C'est ça aussi qui participe, au cérémonial, mais il y a la carte des vins, il y a le choix des vins, il y a le choix de la verrerie, le choix de la carafe, différentes. Ça fait partie de l'art de la table. C'est indispensable, primordial. Et alors, quand je lisais tout à l'heure ce qui a été dit sur vous, sur un site internet, où il était question de la féminité, si vous voulez, est-ce qu'elle intervient particulièrement dans ce domaine-là? Non, là, on essaie de prendre du recul quand même. Je vais pas mettre des verres roses. Hein. Bien, est-ce que sur ces questions-là... Ah, Michel. Non, mais le verre doit être blanc. Après, il y a des verres techniques, c'est-à-dire qu'il y a des verres qui concentrent plus les arômes. C'est différent. J'ai souvenir d'une dégustation de Gewürz Joss Meyer sur un restaurant japonais. On était tout un groupe avec mon importateur. On a, dégusté ce Gewürz dans des petites tasses japonaises, vous savez, les toutes petites tasses. Et tout le monde a hurlé en disant « Mais non, il nous faut un verre Inao, il nous faut un beau verre pour pouvoir déguster ce vin. » Et tout le monde, ils ont tous changé les verres. Moi, j'ai gardé mon petit verre. Et c'est vrai que le même vin dans ce petit verre japonais et le verre Inao, c'était deux vins différents. C'est-à-dire que le verre Inao, le beau verre à vin, concentrait les arômes, on avait une puissance en nez, alors qu'on avait une approche du vin qui était beaucoup plus diffuse sur Gewürz. Mais comme les Gewürz étaient très puissants, c'était très bien aussi. Ça marchait très bien sur ce petit verre de japonais. Ces petites tasses, c'est des petites tasses japonaises qui étaient... voilà. Le verre, c'est important. Et après, vous avez des verres noirs. Alors ça, c'est le plaisir, si vous avez l'occasion. Hein, en dégustation, vous avez des verres noirs. Vous ne savez pas si c'est un blanc ou un rouge. Je peux dire que c'est un exercice qui est corsé. Est-ce que sur ces différents points que nous venons d'aborder, il y en a encore d'autres, vous avez quelques précisions, quelques questions? Oui? Bon,
et je suis président de l'association des sommeliers Savoie-Alpes-Bugey. Donc quand vous parlez d'accord 20 mai, quand vous parlez d'accord 20 mai, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que veut dire accord 20 mai? Quand j'entends un petit peu qu'un vin rouge, ça peut aller avec tout, je dis non, il y a quand même des règles. Accord 20 mai, ça veut dire qu'on a le plat et le vin sur le palais en même temps et qui se respectent et qui nous donnent du plaisir. Moi, je dis toujours, quand je donne des cours de dégustation, l'accord 20 mai, c'est comme le mariage du vin d'un homme et d'une femme. Respect de l'un et respect de l'autre dans le plaisir de vivre ensemble. C'est le plaisir, l'accord 20 mai. Mais les deux doivent se respecter. Si vous prenez un poulet rôti avec une mondeuse, la mondeuse va prendre le dessus du poulet rôti. Donc, l'accord va être déséquilibré. On peut aimer ça, mais ce n'est pas l'accord parfait. Le poulet rôti, les règles, il y a des règles. Poulet rôti, vin moelleux. Vous prenez un vin moelleux ou une roussette très tendre, très enrobée, avec le moelleux, la chair, la peau sucrée, subtile, là, il y a un accord. Quand vous prenez du fromage, beaucoup de gens ont cette mauvaise habitude de prendre le fromage avec le vin rouge. Le fromage, c'est vin blanc. Respect. Vous avez un reblochon très crémeux. Vous avez une jacquère qui donne de la vivacité. Ben, vous allez avoir le reblochon très crémeux et la vivacité de la jacquère qui va enrober, équilibrer le reblochon. Si vous prenez du vin rouge, le vin rouge va dominer et il va se créer une amertume. Et cette amertume va détruire et le fromage et le vin. Donc il y a quand même des règles. Et ces règles, il faut les garder en tant que sommelier. Moi, quand je parle à un client, déjà, il faut que le client soit informé. Donc, donner des cours, pourquoi pas? Donner des cours de dégustation, moi, j'en fais souvent. Mais quand il y a un client au restaurant et qui me dit « Est-ce que le fromage va avec le vin rouge ?» Je vais lui dire non, gentiment. Prenez du vin blanc. Mais s'il veut son vin rouge, il est là pour accepter le vin rouge, mais c'est pas le goût du tout le monde. Après, c'est son goût personnel. Après, bon, il va le faire. Mais je vais pas lui dire oui. Je vais lui dire non, vin blanc, fromage. Quand vous avez des huîtres, vous prenez une jacquère, c'est superbe. Petite nervosité de la jacquère, l'iodé de l'huître, vous prenez un vin de Savoie marin avec le chasselas, tout ça, ça va se compléter. Donc il y a des règles, toujours des règles. Donc respectons ces règles. Ah, c'est ça l'important. Et un sommelier, c'est ça. C'est aller vers le client, être l'ami du client pour lui donner du plaisir. On n'a pas parlé de plaisir pour l'instant. Hein. Le mot plaisir n'est pas encore arrivé. Donc c'est ça le plaisir. Je vais répondre à Charlie parce que, bon, je le connais bien, on se respecte bien, on est souvent ensemble. Mais je ne serai pas si catégorique. On a eu une grosse discussion ce printemps, enfin non, c'est dans l'hiver, avec un sommelier parisien qui a un blog qui vient de temps en temps à Saint-François-Longchamp. Je crois qu'il va pas revenir cette année. Et il m'avait dit jamais de vin rouge avec le fromage. Et je suis moins catégorique. Et je lui ai dit, écoute, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, je te prends au défi, on prend des verres noirs, on fait 10 vins blancs, 10 vins rouges, et on sert en verre noir. Et je suis pas sûr que tu choisisses toujours les blancs pour le fromage. Un gamay avec une tome, ça se marie bien. Enfin, un vin relativement souple avec un fromage plutôt avec moins de goût. Enfin, il y a beaucoup avec du camembert. Certains rouges peuvent passer. Non, je pense que moi, je serais moins catégorique. Je serais plus. Enfin, au niveau des huîtres, il y a des mariages qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est clair qu'il y a des mariages qui ne fonctionnent pas. Mais après, je serais moins catégorique de dire non, jamais. Parce que, bon, avec les huîtres, c'est vrai qu'une roussette ou un bergeron, un vin un peu trop riche avec des huîtres, c'est une catastrophe, quoi. C'est la vraie catastrophe. Je pense qu'il faut mieux le considérer en disant il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et par contre, après, on peut... Puis ça dépend des goûts des clients, c'est clair. Et de leur histoire et de leurs racines. Oui, on voit bien s'affronter deux conceptions. D'accord parfait, vous disiez, et d'accord de principe, disons, voilà, et sur lesquels on essaie de tenir compte de plusieurs paramètres. Le plaisir du client en étant un, et puis peut-être aussi l'influence psychologique et diplomatique du sommelier, qui doit aussi, d'une certaine manière, l'éclairer, sinon le guider, quoi. Voilà. Mais le métier a évolué quand même, parce que traditionnellement, on commence par un vin blanc et on finit le repas par un vin rouge.
Même ça, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Quand on veut vraiment jouer les accords avec les plats, il m'arrive très souvent de commencer par un vin rouge, de suivre sur un blanc et de revenir sur un rouge. Si on est à même de comprendre et d'accepter de jouer vraiment sur cet accord vin-mai, on arrive à passer l'un ou l'autre. Mais il y a des gens qui... Je pose quand même la question, parce qu'il y a des gens, classiquement, ils vont dire « Oh ben non, on va pas revenir sur un blanc après un rouge », alors que c'est beaucoup plus simple même. Et parce que le vin blanc revient en bouche avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité, réveille un peu les papilles, que si on finit le repas classiquement sur un vin rouge, ça alourdit, c'est plus difficile. Parce que vous parliez tout à l'heure de règles, il y a des règles à respecter. La question, on peut aussi la poser par rapport à l'évolution même de la cuisine. La plupart, enfin, bien des règles d'accord entre le vin et les plats viennent d'une cuisine bourgeoise, disons, qui était la cuisine classique, la grande cuisine classique qui avait établi la différence entre le blanc et le rouge, etc. Et il y a aussi une évolution extraordinaire de la cuisine depuis une trentaine d'années, et surtout peut-être depuis une quinzaine d'années encore plus. Après l'épisode Nouvelle Cuisine, aujourd'hui on s'aperçoit naturellement de l'évolution considérable dans les cuissons, etc., dans les produits qu'on utilise, les circuits courts, etc. Tout ça fait qu'on arrive peut-être à des nuances qui sont peut-être un peu différentes. Et je posais la question tout à l'heure du vin intervenant dans la préparation des plats. Est-ce que dans les cuisines que vous servez, il y a beaucoup de recettes qui font intervenir le vin dans la préparation? Oui, nous, Jean, il l'utilise pour les sauces, beaucoup. Et je sais que traditionnellement, comme dans beaucoup de restaurants, le vin qui est utilisé dans ces sauces, c'est du vin très, très, très basique. Et on s'est aperçu quand même avec Jean, il y a quelques années, que ça devenait important, comme tout le reste des produits qu'il utilisait dans sa cuisine, d'apporter aussi une importance au vin des sauces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise la mondeuse et le chignin dans toutes les sauces des plats cuisinés. Des vins embouteillés, ça c'est important, c'est de plus en plus important. Ça, c'est une tendance que les cuisiniers ont développée depuis quelques années, de choisir des grands vins, quelquefois, hein, pour faire des grands plats, naturellement. Alors que c'est la même chose, je présume. Oui, et c'est vrai que je rejoins Magali là-dessus, c'est que si on fait un effort sur le choix du produit, de la viande, du poisson, du légume, comme vous disiez tout à l'heure, on fait le circuit court, on favorise notre terroir. Si on achète du vin en cubi pour faire de la sauce, à un moment donné, on tombe un peu à côté, quoi. Donc oui, Alain aussi fait des sauces à base de vin, et c'est vrai qu'on s'attache à prendre du vin en bouteille. Voilà. Et préférence le terroir. Voilà. Parce qu'on est toujours surpris quand on regarde, par exemple, pour un autre livre que j'avais fait, j'avais consulté des listes de menus faits pour des fêtes municipales ou des choses comme ça. Le nombre de plats est de plats extrêmement riches en sauces et en calories, si vous voulez. Aujourd'hui, ça a totalement disparu, pratiquement. Quand on regarde un repas officiel, la légèreté est devenue, le côté diététique presque, est devenu un élément important de la cuisine, hein. Et quelque chose j'étais il y a peu de temps là chez un cuisinier étoilé de la région du Mâconnais, Frédéric Doucet, à Charolles, le haut lieu de la viande, si vous voulez, hein. Et on parlait de la viande. Bon. Lui, naturellement, sa viande, il l'a fait rassir pendant 50 jours, si vous voulez, hein. Vraiment, sa viande, elle arrive à point sur... vous mettez le couteau, il descend tout seul, pratiquement, hein. Et il me disait qu'il a énormément de gens qui viennent naturellement manger du bœuf charolais, mais un de ses plats principaux, qui lui est le plus demandé, c'est le jardin de légumes. Il a ses jardins autour de son restaurant, si vous voulez, où il cultive ses propres légumes, hein, et tous les matins, il récolte les légumes qui sont là, et il fait un jardin de légumes qui varie chaque semaine ou chaque saison, si vous voulez. Et dans le haut lieu de la viande aujourd'hui, il sert toujours beaucoup de viande, mais aussi beaucoup de légumes. Et le sommelier me disait que, naturellement, le choix des vins qu'il doit faire doit tenir compte de ses habitudes alimentaires, disons, qui font que, même à Charolles, j'allais dire, on mange peut-être pas uniquement du bœuf charolais. Est-ce que vous avez senti dans vos restaurants une évolution comme ça des goûts de la clientèle, qui vont plutôt vers des plats, disons, légers?
Je dirais pas des plats légers, mais je pense qu'à un moment donné, le légume dans la cuisine, c'était le petit truc qu'il y avait à côté du poisson, à côté de la viande, et on disait oui, on n'a qu'à mettre des carottes parce que voilà, on a des carottes. Alors que maintenant, pas du tout. Le légume, c'est vraiment, ça va accompagner, et nous, et chez Jean aussi, on fait des assiettes de légumes. Enfin, sur notre carte, on a des plats végétals, ce qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, c'était c'était l'accompagnement. On n'était pas préoccupé par le choix du légume, et on s'aperçoit que ça devient très très difficile de trouver des légumes de qualité, encore plus que de trouver de la viande et des poissons de qualité. Et c'est vrai que quand on discute avec des maraîchers, même eux, ils ont du mal à comprendre, alors pour certains, l'engouement qu'on peut avoir à redécouvrir du rutabaga. Ah oui, du rutabaga, oui. Ben oui, voilà. Alain, en ce moment, il fait un plat Saint-Jacques avec une purée de rutabaga et un jus aux oignons. Et les gens, ils disent, ah oui, mais le rutabaga, nous, on mange ça dans le pot-au-feu et bof, personne ne le veut, quoi. Mais parce que déjà, on appréhende le légume sous une autre forme, parce qu'on est au restaurant. Comme disait Charlie tout à l'heure, normalement, les gens sont là pour prendre du plaisir. Et le rutabaga, ils ne voient pas ça comme le légume disgracieux, qu'on a du mal à éplucher, qui a du mal à cuire. Tout ça, ça devient... C'est plus leur problème, quoi. Eux, ils sont là pour manger, profiter, prendre du plaisir. Et c'est vrai que je pense que le légume, c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, on avait ignoré. Et c'est un nouveau tournant de notre profession, c'est le végétal. Alors, je dirais pas que le légume, mais le végétal. Alors après, nous, on fait pas encore manger du lichen à nos clients, ni de la mousse, mais il y a, dans certains restaurants, c'est possible, quoi. Mais pas encore chez nous. Hein. Voilà. Pas trouvé de producteurs. Enfin, oui, je voulais dire, la cuisine a beaucoup évolué. On est passé d'une cuisine, comme vous disiez, sauce, avec des plats roboratifs oui, donc à une cuisine plus simple, mais aussi on est passé à une cuisine feu d'artifice un petit peu, qui est en train de bien évoluer maintenant, c'est-à-dire comme Bar Rivera qui avait 20-25 plats, des assiettes qui venaient. Moi, j'ai souvenir, et on s'est pris la tête un petit peu, je l'ai rouspété en disant, mais feu d'artifice, quand t'as fini, tu te souviens plus de rien, quoi. C'est un grand moment, c'est un très bon moment, mais il n'y a plus rien. Moi, j'ai souvenir de ces rognons gentianes, j'ai souvenir de ces crèmes au thym, j'ai souvenir des débuts des années. Et j'ai mangé à Megève avec Jean-Christophe Herman, qui est potier. On était tous les quatre de couple. Il nous en a mis plein. Peut-être que tu as connu ça. Et je dis non, Marc, t'as pas raison, parce qu'on a fait l'impasse sur la viande. Si, je vous mets encore un pigeonneau. Ok. On n'a pas apprécié les desserts et on est parti gavé et pas content, quoi, quelque part, parce que c'est pas un vrai plaisir. Quand c'était un plaisir du moment, c'était très 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 bon, mais trop c'est trop, quoi. Et on est revenu actuellement, c'est un peu les cuisiniers finlandais, suédois et autres qui ont ramené à magnifier le produit. Et actuellement, vraiment, c'est ce que les cuisiniers s'attachent à faire, c'est magnifier le produit, que ce soit légumes, que ce soit... J'ai souvenir sur l'onde d'une huître, toute simple, avec un petit peu de pomme, et une huître toute seule. C'était grandiose, quoi. C'était grandiose. Et ça, ça reste encore en mémoire, alors que ce fameux repas chez Marc, c'était... je sais plus rien, et on n'a pas apprécié les desserts. Et c'est une évolution. Mais bon, c'est pas pour le critiquer. Il voulait bien faire, il a bien fait. Mais je crois que l'évolution de la cuisine, elle est plutôt à dire, on vous fait 5, 6, 8 plats, et je crois que les clients sont demandeurs. Je pense qu'ils vont nous confirmer, Magali et Delphine, cette évolution. Oui, les clients sont demandeurs. Et pour en revenir à ce qu'on parlait des légumes aussi, nous, on s'aperçoit aussi, on a une forte clientèle internationale qui est de plus en plus regardante, on va dire, sur les végétariens, les végétaliens, les intolérances assis à ça. Ce qui oblige aussi nos chefs à s'adapter à tout ça. Donc, il y a une recherche aussi au-delà des accords, mais de travailler aussi déjà l'assiette sur les
les produits de qualité, dans les légumes. Je crois qu'il y a aussi, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts aussi qui a été fait du côté des vignerons, à avoir des vins quand même qui s'acceptent mieux, qui s'accordent mieux, plus accessibles, plus abordables dans tous les sens. Donc heureusement que ça a évolué, ça. Et est-ce que cet intérêt que portent les clients justement à des produits sains, j'allais dire, se porte également sur la manière dont est préparé le vin? Est-ce que la biodynamie, etc., entre dans le choix? Est-ce quand on vous choisit un vin, on vous dit qu'on préfère un vin qui a été traité naturellement que par des moyens chimiques? Oui, ça c'est demandé de plus en plus, oui. Nous, c'est mis un petit peu en avant sur la carte, déjà. Donc, j'ai une clientèle qui ne va s'arrêter, qui va clairement ne demander que des vins travaillés en biodynamie. Ouais. Je ne sais pas si Delphine. Alors, nous, c'est pas noté, mais moi, je m'aperçois que les clients sont très au courant de celui qui fait bio et celui qui fait pas bio. Donc, c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup de vignerons qui travaillent en bio. Et c'est vrai que le client fait souvent la remarque, dit ben moi je préfère, si vous me proposez un verre de vin, ben, je vois que dans vos verres de vin, vous en avez une majorité de bio et de pas bio. Si vous me faites des choses à l'aveugle, je préfère que ce soit bio. Voilà. Mais je crois qu'aussi c'est dans l'air du temps et que c'est une nouvelle manière d'accepter aussi notre travail. Hein. Enfin, aux restaurateurs, aux vignerons et à l'ensemble de notre profession, c'est que à un moment donné, le client, je ne veux pas dire qu'on l'oubliait, mais on faisait un peu comme nous on avait envie, même si on continue toujours de faire comme on a envie, mais on prend de plus en plus en considération le client en tant que client. Il a son avis et on l'écoute. Alors aussi parce qu'il y a tout un tas de sites qui leur permettent de s'exprimer, mais aussi parce que le dialogue, je trouve, on s'harmonise mieux avec le client. On passe plus de temps à discuter avec lui que peut-être à un moment donné où il y avait beaucoup de cérémonial dans les restaurants et en fait, on n'avait pas cette proximité avec le client. Voilà. Nous, cette semaine, on a eu des clients qui sont venus, ils m'ont dit « oui, on a été à une dégustation, donc on a parlé du vin ». Et à un moment donné, je me suis dit « je n'arrive pas à retrouver le nom du vigneron ». Et hier, il m'envoie un mail, il me dit « ça y est, j'ai trouvé c'est tel vigneron, il faut absolument que vous goûtiez ». Voilà. Et donc, c'est aussi notre métier, cet échange que peut-être on n'avait pas avant. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je me souviens au départ, on était vraiment... pas un peu comme à l'école, quoi. Mais nous, on était là, personnages, voilà, on faisait le service, le vin ou le service des mets, et le client, il était là assis et il n'y avait pas d'échange, quoi. Il n'y avait rien qui se passait. Alors que maintenant, les clients, ils arrivent. Alors nous, ça fait 15 ans qu'on est installés. Les gens, ils arrivent, ils nous appellent par nos prénoms déjà. Ils disent bonjour Delphine, et même les gens qui travaillent avec moi en salle. Lucille qui fait le fromage, quand elle arrive avec le plateau de fromage, les gens me disent alors Lucille, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors qu'avant, il y a 20 ans, on s'aurait dit mais pourquoi est-ce qu'il nous appelle par notre prénom, quoi? Même s'il est déjà venu 10 fois cette année, qu'est-ce qui l'autorise à l'appeler par notre prénom? Et je crois que tout ça fait que ça s'harmonise mieux et on a plus d'échanges et le client est à même de comprendre ce qui se passe chez nous aussi. Il est aussi très demandeur de ça. Et quand on lui vend un vin, c'est aussi très agréable de lui raconter l'histoire de tel vigneron qui est à tel endroit, qu'on est allé visiter. Voilà. Et il a envie de ça. Et c'est l'échange qui prime, pour moi avant tout, quoi. Vraiment, ce beau mot qui est la convivialité. Hein. On est ensemble, quoi. Oui, Pas besoin de vous convaincre de la biodynamie, naturellement. Oui, le vin, c'est convivialité, c'est partage. C'est-à-dire que une canette de bière, on s'en met chacun une demi-bouteille. On en joue, il la pète une fillette, c'est peut-être pas combien, mais on partage. On partage une demi-bouteille, on partage plusieurs verres. Ça, c'est moi la bière, j'adore les bouteilles et vous offrir une bouteille de bière qu'on partage aussi. Je pense que le vin, c'est important, ce partage, cette convivialité, ça fait partie de nos cultures françaises. Hein, Et alors la biodynamie, bien sûr, j'ai commencé en 94,
On m'a dit, wow, Michel, il va chanter dans des vignes la nuit, on a raconté tout et n'importe quoi. La biodynamie, ça a été un petit peu sectaire tout à fait au début. Quand on lit Steiner, c'est pas facile le cours aux agriculteurs, c'est pas facile à comprendre. Il a été un peu visionnaire à quelque part, mais il a heureusement que depuis Steiner, ça a beaucoup évolué. Il y a eu Maria Thun, il y a eu Alex Podolinsky qui a des surfaces immenses en Australie à cultiver, et donc la biodynamie a beaucoup évolué. Ça a été un moment, c'était l'astronomie avant l'agronomie. Là maintenant, c'est vraiment l'inverse. C'est l'agronomie. D'abord, notre travail de paysan, c'est faire vivre le sol, faire vivre la terre, et après, c'est beaucoup plus facile, quoi. Donc après, on utilise de l'homéopathie. C'est clair qu'il y a de l'homéopathie, base de carbone, avec la bouse de corne, 500, et puis de la silice qui agit sur la photosynthèse, tout le côté astral et solaire, et on a des résultats assez impressionnants, quoi. C'est clair. Moi, en 95, j'avais quelques vignes qui poussaient pas, et j'avais un conseiller. Pendant 3 ans, j'ai pris quelqu'un qui m'a conseillé, et il me dit, ben là, un 500 sur feuille, tel jour, telle heure. Bon, le soir, je passe mon 500. Ces 5 grands qui poussaient pas, un mois après, ils étaient plus grands que celles qui étaient normales. Donc, j'ai pris une grosse gifle. Moi, qui considère d'être de la génération NPK, c'est-à-dire qu'en école d'agriculture, on apprenait les 3 éléments nutritifs de la plante, point. Et puis, les oligoéléments, c'était accessoire. C'est plus du tout le cas. Il y a vraiment une vie de la plante et une vie du sol à respecter. Et on considère que en biodynamie, si 10% de l'agriculture passait en biodynamie, on aurait possibilité de régler le réchauffement climatique à quelque part. C'est peut-être ambitieux, mais il faut comprendre que notre terre, au départ, c'était un rocher. Et après, vous avez, le rocher a été oxydé par les végétaux, les mousses, les lichens, et ainsi de suite. Et actuellement, c'est toute cette couche de vie, dont on fait partie aussi, de cette terre, qui permet à la terre de vivre et d'être un peu une éponge. Et actuellement, avec la chimie, avec le bétonnage de la planète, on est en train de diminuer ce côté éponge que la terre règle elle-même. Et en faisant des 500, on voit qu'on a des augmentations de matière organique assez impressionnantes en quelques années. Ça se régularise après. Mais quand on passe de la chimie à la biodynamie, en faisant des traitements, de l'homéopathie en 500 sur la Terre, on a en quelques années une augmentation de matière organique assez impressionnante. Alors qu'on a perdu ce côté matière organique depuis les années 50 en agriculture. Bon, je crois qu'il est l'heure, puisqu'il y a une deuxième table ronde. Avant qu'on se quitte, je voulais vous demander, puisqu'il est question de gastronomie et de vin, que vous nous disiez chacun, vous trois, vous nous donniez un petit conseil sur un plat et un vin qui irait bien avec, une expérience que vous avez faite, vous parliez d'une huître tout à l'heure, un petit souvenir ou quelque chose que dans votre restaurant, vous conseilleriez particulièrement à tous ceux qui vont s'empresser d'aller tout de suite après, d'aller le déguster. Michel, Magali. Alors, plat à vous conseiller, c'est assez difficile. Si, simplement un truc tout simple, une bonne roussette avec un reblochon et puis un petit peu de pain au sésame. Tout le monde note. Je dirais pas mieux. Ça fait envie, là. Non, je sais pas, un poisson de lac, une cuisson basse température avec un chignin, quoi, une jacquère, un apremont, tout ce qu'on veut, mais voilà. Après, du plaisir, quoi, et local. Michel a apporté et une en Bible. biodynamie. Une Bible de Pierre Gallet, dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. Vous voulez en faire la... Oui, je vais faire un peu de pub. Oui. Non, je vais faire un peu de pub. Je suis responsable du centre d'empélographie alpine Pierre Gallet, puisqu'il nous laisse son fond. Pierre Gallet, c'est un professeur qui a 96 ans, là, ces jours, donc, et qui a écrit beaucoup de livres. Et on a notre assemblée générale et notre journée empélographique le 8 février à Montmélian. Et donc Pierre Gallet sera là, normalement Pierre Gallet sera là. Et on a réédité son dictionnaire des cépages, qui est quand même une référence mondiale. C'est vraiment une Bible, c'est un vrai dictionnaire.
Bon, là, il a été édité, il a été réédité à 2000 exemplaires, mais ça a tout été revisité, ça a tout été réécrit. Et là, il va y avoir une deuxième impression parce que c'est bien parti. Bon, mais que tout le monde se le procure. Voilà. Et puis, si vous voulez venir le 8 février à la salle des fêtes de Montmélian, à partir de 9h, toute la journée, mais il faut s'inscrire parce qu'on doit comment dire, nourrir, enfin, avoir un traiteur, et on doit savoir qui mange avant. Bon, ben, je crois qu'on peut remercier nos 3 intervenants en les applaudissant très fort. Et merci de votre